Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 techniques de persistance utilisées par les malwares qui sont extrêmement fiables et extrêmement pernicieuses. Avant de pouvoir débuter ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo sur la cybersécurité. Alors la première chose à définir, c'est qu'est-ce que la persistance? C'est le fait de pouvoir garder un accès à une machine après un redémarrage, une perte de connexion réseau ou encore un changement de mot de passe de l'utilisateur. Parce que quand vous allez compromettre un système, vous avez besoin que celui-ci puisse être toujours connecté à votre serveur de contrôle pour pouvoir lui envoyer des commandes, pour pouvoir garder la main. Si jamais l'utilisateur venait à arrêter l'ordinateur, si jamais vous perdriez l'accès et s'il le redémarre, il faut que l'accès se réenclenche. Donc c'est-à-dire qu'il faut que l'exécutable malveillant se réenclenche pour pouvoir remonter la connexion chez vous et que vous puissiez garder l'ensemble des informations. Dans ces techniques de persistance, on va parler uniquement de Windows parce que globalement, c'est plutôt ce que les malwares vont cibler en priorité. Alors, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne Windows pour pouvoir mettre de la persistance. Il y a la première chose qu'on appelle le registre sur Windows. Le registre, c'est une base de paramètres de configuration pour tout ce qui est système et application. Et en fonction de vos droits utilisateurs, vous allez pouvoir inscrire des versions et des informations dans différents secteurs de cette base de registre. Donc, pour pouvoir y accéder, on va pouvoir faire regedit. Regedit, en fait, c'est ni plus ni moins que l'appel à cette base de registre. Donc ici sur mon écran, on va regarder quelque chose de très intéressant. On est dans le registre. Donc là, vous avez le chemin complet du registre dans lequel je suis, mais on a par exemple la classe root. Ensuite, on a le current user, donc qui est lié à mon utilisateur courant. On a la machine locale, on a le HK user, ce sont tout ce qui est pour les utilisateurs directement de mon système, et la current config. Dans le current user, nous, ce qu'on va aller voir, c'est la partie software, parce que c'est là où on va retrouver les éléments les plus importants. Nous, on va aller chercher tout ce qui est lié à notre système, donc on va aller dans Microsoft. On est sur un Windows, on va dans du Windows. Ensuite, on va accéder à la version actuelle. Et ce qu'on va aller faire, en fait, c'est qu'on va chercher Run. Pourquoi Run? Ce sont toutes les applications qui vont démarrer au lancement. Et là, ce qu'on va voir, c'est que dans les logiciels qui ont été installés, par exemple, j'ai un Cisco Meeting Daemon, qui va faire que directement, on a un exe qui s'appelle webexhost.exe qui va se lancer en tant que daemon, donc limite en tant que service. Et même, par exemple, si on regarde sur la partie Teams, on peut même lui spécifier des options. Ici, par exemple, on pourrait créer une clé de registre. Donc là, par exemple, on peut mettre une clé directement si on va ajouter un dossier, mais ce n'est pas du tout l'idée. Donc là, on va le supprimer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, par exemple, une valeur de chaîne. Ok, donc là c'est notre registre. Donc ici on va mettre par exemple test et cette valeur de chaîne, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui faire exécuter un programme qui peut être dans par exemple, je sais pas, C, user, mic, appdata, parce que par exemple vous avez arrivé à déposer quelque chose, roaming, et là on va mettre par exemple malveillant, donc ça serait notre exécutable malveillant, .exe, et après par exemple auto-start. Parce qu'on dit qu'on lui a mis un paramètre auto-start. Ok, à chaque fois que mon système va démarrer, il va charger en fait cette clé de registre et il va exécuter cet exe malveillant qui serait présent à cet endroit-là. Je vais le supprimer parce que ce n'est pas du tout l'idée de la chose. Maintenant, on va voir les autres techniques de persistance qui sont disponibles. La deuxième technique de persistance qui est extrêmement utilisée, c'est ce qu'on va appeler la tâche planifiée. Sous Windows, vous avez la possibilité de mettre en place des exécutions de programmes pour être déclenché par un événement en particulier, soit une date précise. Par exemple, vous dites, au 1er juin à 9h30, je veux absolument que se déclenche cet exécutable pour faire par exemple une sauvegarde, ce qui marche très bien, nous ça on le faisait sur beaucoup d'ordinateurs, qui aille copier certains fichiers, qui aille modifier une configuration. Après, vous pouvez dire, ça va être déclenché automatiquement tous les jours. Donc si votre malware a perdu la connexion, exemple tous les matins, à 9h, automatiquement, il va venir se reconnecter chez vous. Il va pousser un certain nombre d'informations chez vous. Ce qui peut être très intéressant si vous avez par exemple, je ne sais pas, un Raspberry qui est caché dans une société et vous avez besoin qu'il vous envoie des informations de manière régulière, ou un système que vous avez compromis, vous avez besoin qu'il vous extrait une certaine quantité de logs pour éviter d'être tracé sur le système, ou du moins d'être vu par tout ce qui est détecteur d'intrusion, ou par exemple un événement système, à chaque fois qu'il y a une application spécifique qui va s'ouvrir, automatiquement, le malware va se déclencher pour pouvoir accéder à ces données. Ça peut être ça, par exemple. À chaque fois que Firefox va se lancer, il y a une compromission qui va être faite via une injection de processus et vous allez récupérer les données. Voilà, ça peut être un élément comme ça. Et vous avez par exemple
pas mal de malware en fait qui vont créer des tâches qui sont planifiées en se faisant passer pour un programme qui va être légitime comme Google Chrome Updater Agent. Et donc vous n'avez pas forcément l'idée en disant bah voilà, pour vous c'est Chrome, c'est l'agent de mise à jour de Chrome qui va se déclencher automatiquement, mais peut-être que c'est un malware. Et donc pour ça, il va falloir aller vérifier ce qui est fait et si vous n'êtes pas infecté par exemple par une application malveillante. Ensuite, la troisième technique qui pour moi est assez vicieuse mais qui fonctionne très bien, c'est vous avez un dossier Startup Programme. Alors je vous montrerai juste après où il est ce dossier Startup Programme, mais c'est un dossier sur Windows qui contient en fait les raccourcis des applications qui vont se lancer dès l'ouverture de la session. Donc c'est-à-dire que dès que vous allez rentrer votre mot de passe sur votre session, que vous ayez accédé, et ben en fait ça va automatiquement se lancer. Et là le malware en fait il va déposer uniquement un raccourci vers son fichier qui est malveillant et qui va être exécuté à l'ouverture de la session avec les droits utilisateurs en cours. Bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir différents outils qui vous permettent de détecter si vous avez des programmes malveillants qui se lancent et on va le voir juste après. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est par exemple ouvrir ici votre invite de commande et faire shell 2.startup et il va vous ouvrir en fait le dossier dans lequel vous pouvez mettre des raccourcis vers vos applications malveillantes pour pouvoir lancer de manière automatique une application malveillante au démarrage de la session utilisateur. Maintenant, on va voir un site qui est très bien, qui est un outil en fait de chez Sysinternal qui s'appelle Autorun et qui permet de détecter un petit peu tout ce qui se lance de manière automatique en fait sur Windows. Donc c'est un outil qui est proposé par Microsoft, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là, par exemple, vous pouvez le télécharger. Donc là, on va le récupérer. Vous verrez, il fait quelques mégas, hein, 3 mégas 7, c'est un zip. On va aller l'ouvrir, on s'embête pas. Autorun en version 64. On va faire extraire tout, comme ça au moins ça sera fait. Hop, je l'extrais dans le dossier download. On run l'autorun en 64. Et comme ça permet de voir un petit peu ce qui se lance et de se dire, ok, là il y a des choses qui sont légites, là il y a des choses qui ne sont pas légites. Par exemple, ici, on voit qu'il y a quelque chose de chez iExplore, donc c'est Internet Explorer qui n'est pas forcément bon. On a des aimants sur la partie Skype, on a du OneNote. Vous avez tout un tas voilà, d'éléments. On a par exemple Antidote qui est un correcteur d'orthographe qui se lance au démarrage. Et ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe et comment on pourrait bloquer ça. Par exemple, ici on peut dire bah non mais je n'en veux pas, ça l'installeur par exemple de Brave. Je vais le supprimer. Là, par exemple, il n'y a pas de nom, mais on voit que ça vient directement du framework de chez Microsoft. Ici, on a quelques outils qui se lancent de manière automatique. Là, le VPN. Là, c'est un outil pour faire de la crypto, mais je n'en veux plus parce que je l'ai supprimé et il a laissé des traces. Donc, ok, je veux le supprimer. Descent Bridge. Voilà, c'est fait. Donc, ça vous permet de faire ça de manière très propre et très simple. Alors voilà, il y a quand même beaucoup de choses à trier, il faut savoir un peu ce que vous faites. N'allez pas supprimer tout et n'importe quoi, sinon vous allez être vite bloqué. En fait, votre ordinateur ne va plus forcément se lancer si vous enlevez des connecteurs qui sont obligatoires. Mais il y a plein de choses que vous pouvez supprimer pour également fluidifier en tout cas votre utilisation de votre ordinateur. Dites-moi si vous connaissez ces différentes techniques de persistance qui existaient et si vous connaissez cet outil de chez Sysinternal qui est très utile et très puissant. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Pensez à récupérer également le guide qui est disponible dans la description, il est offert. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!